je voulais juste, ayant travaillé effectivement sur tous ces textes-là et sur la mort, ce qui est quand même curieux, moi j'entends bien tout ce que vous dites, surtout d'un coup ce texte de 1920, effectivement au-delà du principe de plaisir, donc il est expert, c'est février 1920 pour les traitements électriques, et en fait, juste avant, ce sont quand même trois choses. Un texte qui lui est réclamé par une revue qui s'appelle Die Amsterdamer, dans lequel il va parler de la mort. Il va élaborer ce texte dans un discours qu'il fait devant la loge Benbrey à Vienne, qui s'appelle Nous et la mort, qu'on fait paraître dans ce livre. Et ensuite, il y aura effectivement qu'il élaborera davantage en considération actuelle sur la guerre et la mort. Et là, il y a quand même, et c'est ça quand même qui tranche, c'est qu'il y a peu de biologisme dans ses précédents textes. Il est vraiment au niveau du discours, au niveau de, vous savez, on va mourir, c'est inimaginable, c'est très difficile, comment faire. Il faut s'habituer à cette idée de la mort. À la fin du texte, il dit, pour endurer la vie, il s'agit, pour supporter la mort, il s'agit d'endurer la vie ou vice-versa. Enfin, il faut mettre de la mort dans sa vie. Et si vous voulez, c'est vraiment au niveau du discours. C'est ça que ça, quand même, ça tranche tout d'un coup, cette arrivée du biologique, et je dirais même aussi un peu plus, parce que c'est plus que du biologique, il y a un moment où il parle en fait de ces équilibres comme ça, il y a de l'énergie, une espèce d'économie de la jouissance, un quantum de libidinal, enfin, voilà. Moi, j'aimerais juste... Je vous laisse prendre note. Peut-être qu'on va suivre les questions et ensuite... J'ai une question à Laurent par rapport à Yadlan. C'est-à-dire que Yadlan, c'est dans la répétition, ici, c'est lié à la jouissance, et que la jouissance dedans échappe au langage, si j'ai bien compris, et donc... échappe à quoi? Au langage. C'est-à-dire que la jouissance liée au corps, et dont Jacques-Alain Miller a développé cette année l'ontologie, l'ontologie lacanienne, de l'être dedans, et il dit la jouissance est liée au corps. Voilà. En échappant au langage, là-dedans. Et justement, ma question est, cette liaison au corps, est-ce que c'est pas, quelle est la liaison biologique? De quel corps parle-t-on? Donc, est-ce que c'est une petite porte de nouveau vers cette porte biologique? Voilà ma question. Excellente question. Je vous réponds dès que je suis de retour. Je reviens tout de suite. Urgence subjective. Alors, ensuite, on fera la question de François Duru. François, je te laisse alors reprendre cette question de est-ce qu'il y a satisfaction que tu as posé la question. Je trouve que cette question, elle est très très bonne parce que selon Freud, on a l'impression qu'il n'y a pas un vrai plaisir. Il n'y a pas un vrai plaisir, il y a juste une suppléance au déplaisir. Voilà, c'est-à-dire, bon, il est très lacanien dans une certaine mesure. Il dit c'est le manque qui articule le désir et donc lui fait halluciner la satisfaction sur la base d'une insatisfaction. C'est-à-dire que le désir, il faut mettre ensemble la question du plaisir, du désir et de la satisfaction nouée. Et que c'est, au fond, le désir procède de ce qui manque. Alors, peut-être, pour répondre à cette question de la satisfaction, parce que j'ai longtemps, quand même, je dois vous avouer, pensé que l'expérience de satisfaction, il y en avait eu une. Parce que Freud, il voulait supposer qu'il y avait une expérience de satisfaction. Et que, alors que j'ai mis un certain temps, dans tout le travail de réflexion autour de ces questions-là, bien que la clinique, c'est évident, ici, que la satisfaction elle est rétro-projetée sur la base d'une insatisfaction. Donc le moteur, c'est l'insatisfaction, c'est pas la satisfaction. Je comprends Freud qui dit que la satisfaction peut faire aller vers un nirvana et un affaissement. Mais attends, il faut juste
après tu gardes ta question. Ce que je voulais dire, c'est que ça implique une réflexion sur le temps. C'est-à-dire que pour penser la satisfaction, on doit reconstituer un autre temps que l'idée d'un temps continu et chronologique. C'est-à-dire que c'est un temps qui est comme ce futur antérieur. C'est quand on voit un enfant tout petit se développer, on voit que l'enfant est toujours en retard, que son développement est toujours en retard sur l'anticipation qu'il en a. C'est-à-dire que il y a une anticipation de ce qui devrait avoir lieu. Moi, je vois de près maintenant une petite fille qui est impatiente que son développement lui permette de faire ce qu'elle anticipe. Donc là, il y a un désir qui est extrêmement fort et que, pour répondre à ta question, je dirais qu'il faut balancer la question du plaisir avec celle du désir. Dans l'anticipation, c'est-à-dire le moteur du développement, c'est l'anticipation du plaisir. C'est-à-dire qu'il y a une impatience par rapport à un développement qui est toujours en retard, toujours en anticipation, qu'on peut en avoir. Est-ce que le moteur, c'est pas le trauma? Oui, ça c'est une autre façon de... Enfin, le trauma du langage. Oui. Parce qu'on disait que la satisfaction, cette question, est-ce qu'il existe une satisfaction dans le sens où pour Freud, il n'y aurait pas un vrai plaisir? Même si vous avez parlé de l'autosatisfaction. Hein? Bon, je vais reprendre la question de Françoise Jureux, puis ensuite je vous laisse répondre à ces trois-là. Justement, j'aimerais une précision, parce que c'est la première fois que j'entends parler d'homostasie et d'allostasie. Jouissance-excès opposée à jouissance-satisfaction, qui serait donc une homéostasie supérieure, quelque chose qui mettrait en jeu du hors-sens. Ma question est-ce que ce serait juste de penser que cette allostasie, c'est ce qu'on pourrait attendre d'une fin de cure, dans le sens d'une satisfaction, une jouissance-satisfaction qui implique le désir, qui est hors sens, enfin, quelque chose à voir avec l'inconscient réel. Est-ce que c'est quelque chose qui, passer d'une homostasie à l'allostasie, c'est ce qu'on pourra attendre, quelque chose du trajet vers une fin de cure? Bon, alors, il y a une partie des choses avec lesquelles je peux répondre. Ça, l'allostasie, c'est en s'admet, c'est François qui l'a introduite, c'est lui qui l'a. Et ça, c'est personnel, l'allostasie. En tant que sujet à l'allostasie. Moi, je crois sur l'idée, sur la question que Désir et Avidas et Del donnent posée. Est-ce que ce 1 qui se répète, est-ce que c'est biologique? Si c'est hors langage, et comment? Alors, si on prend la page 63, encore, il dit quand même, si l'inconscient est bien ce que je dis d'être structuré comme un langage, c'est au niveau de la langue qu'il nous faut interroger cet 1. Il faut bien partir de ceci, que ce yad-là est apprendre qu'il y a de l'un tout seul. Dans l'analyse, nous n'avons affaire qu'à ça. Et ce n'est pas par une autre voie qu'elle opère. Voie singulière à ce qu'elle seule est permis de dégager, ce dont moi qui vous parle, j'ai cru devoir supporter le transfert. Aïe. Comment le transfert, ça marche avec l'un tout seul? Il dit, mais c'est justement, plus je vous parle de l'un tout seul, et plus il y a le transfert. Donc, marquons un point, enfin un point d'arrêt, mais cette idée que l'un, apparemment, il le dit, ça a un certain rapport avec le langage. Si l'inconscient est structuré comme un langage. Il ne met pas, ça c'est la façon dont Lacan procède, il ne met pas, il ne dit pas j'ai dit ça, mais je me suis trompé, genre que Freud fait dans
au-delà du principe de plaisir. C'est toujours ça, c'est dire j'ai parlé du plaisir, mais maintenant des faits nouveaux s'imposent à moi et je dois modifier ma théorie. C'est pas comme ça que Lacan procède. Il dit j'ai toujours dit que l'inconscient est structuré comme un langage, et moyennant quoi il subvertit absolument radicalement son usage de l'inconscient structuré comme un langage. Ce qui fait qu'après, on est 20 ans après, il y a encore toujours un élève de la planche un peu attardé qui explique qui refait sa thèse pour expliquer que l'inconscient, c'est pas mes métaphores et métonymies, etc. Type qui n'a pas saisi qu'il y a eu entre-temps le paysage vraiment le même. Mais que on peut aller, c'est l'esprit d'escalier, on attrape la marche, d'accord. Là, c'est donc, mais on comprend, parce que Lacan, c'est confusant. Là, quand ils disent l'inconscient structuré comme un langage, il dit mais comme un langage, avec l'effet de l'un tout seul. Et qu'est-ce que c'est que l'effet de l'un tout seul? C'est le trauma de la langue. C'est le fait que le signifiant tout seul, avant qu'il soit accroché à un autre signifiant, fait des trous dans le corps. L'exemple qu'on a de ça, c'est Michel Léris. C'est Michel Léris avec sa mère dévastatrice qui joue avec les petits soldats, et avec les petits soldats, l'image de lui-même, il y en a un qui manque tomber, il le rattrape, et il dit « heureusement ». Et sa mère, qui lui est froide, sèche comme une crique, qui lui dit « on ne dit pas heureusement, on dit heureusement ». Donc, voilà un mot tout seul, le heureusement. Le heureusement qui marque en effet un petit enfant qui de sa vie a eu un rapport avec le bonheur et avec l'heureux très difficile. Qui s'est quand même, avant de faire une psychanalyse, qui s'est quand même suicidé en sortant des nuits de bordel avec Bataille, et s'est quand même tranché la gorge. Quelqu'un qui est un sérieux, en triste, avec, en effet, possibilité de passage à l'acte. Et donc, ce garçon qui commence après, qui commence son œuvre, qui commence Bifur par ça, on a, disons, une sorte d'impact de la langue, de la mère qui utilise le langage pour dresser son fils dans des mécanismes et qui fait que donc après Léris, comme on dit, a écrit un français parfait. C'est-à-dire, il a rendu impossible que quelqu'un lui donne des leçons de français. C'est lui qui le donnait, personne d'autre. Donc, on sent bien que face à la machine d'utilisation de l'autre, de cette présence de l'autre, l'impact de la langue, qui est en même temps l'impact du désir de la mère, la façon dont la mère manipule la langue. Le problème, ce n'est pas la langue maternelle. Le problème, c'est comment la mère parle sa langue à elle. Et dans le style, effectivement, on ne dit pas heureusement. Et donc, là, on a affaire à cet autre féroce éducateur, avec un certain trauma de la langue, de l'un tout seul. Et après, il a fallu qu'il se batte pour essayer de faire de ce heureusement, à quoi il a été identifié, pour son malheur, à ce qui se dit mal, ce qui du bonheur n'arrive pas à se dire, ce qui reste comme ça, qui peut être toujours cassé, lui-même comme ce soldat qui tombe, cette identification foncière aux jouets cassés, perdus, tout ça. Il a fallu surmonter tout ça et l'accrocher, en effet, après, à tout le fourbi, les bifures de la langue, et d'écrire, essayer de faire de ça un triomphe sur cet autre qui lui parlait comme ça. Alors là, on a un type de... On pourrait dire que le Yadelin, c'est ce qui se répète de la rencontre manquée provoquée par le traumatisme de la langue. Que la langue fait effraction dans la perturbation du système du besoin. Ça me permet d'essayer de répondre à ce que vous m'avez renvoyé la réponse
sur l'allostasie. Alors, je vais revenir en arrière sur ça encore. C'est-à-dire, si on se dit, la langue, elle a un côté sens, signification, S1, S2, chaîne signifiant. Mais la langue, à un moment, on y entre. Et en cela, la langue, elle est comme un réel, non-sens, tout à fait extérieur, qui, en même temps, a un rapport de nécessité, c'est-à-dire une dimension. La langue, on pourrait dire, c'est un parasite, mais c'est un parasite nécessaire. C'est un parasite salvateur. C'est pour ça qu'on peut se dire qu'il y a toujours deux versions dans cette question de la pulsion de mort, de la destructivité, plus exactement. On pourrait dire qu'il y a une destructivité de mort, qui est le malaise dans la civilisation, les formes cliniques extrêmes de la destruction, et il y a le malaise individuel aussi bien que le malaise collectif, et puis il y a une, entre guillemets, destruction de vie. C'est-à-dire que le travail de créativité, de création, le travail de l'artiste, le travail de l'écrivain a ce côté solution qu'il invente à partir d'une impasse. Alors peut-être c'est comme ça qu'on peut comprendre ta façon de rebondir sur mon opposition empruntée à Miller dans ce cours du 14 janvier 2009, mais moi ça m'a beaucoup frappé, entre une jouissance excès et effectivement cette jouissance satisfaction dont lui-même dit que cette jouissance satisfaction c'est le rétablissement, si je puis dire, d'une homéostasie supérieure. C'est là que j'ai greffé, alors que c'est contraire, comme je l'ai dit ce matin à Galma, à ma position qui refuse toute analogie, mais enfin de temps en temps, c'est tentant, ça aide aussi l'analogie à penser. Jouissance satisfaction, c'est le rétablissement, si je puis dire, je cite Miller, d'une homéostasie supérieure. C'est qu'il y a un fonctionnement qui inclut l'excès, qui le routinise, et c'est ça que Lacan a appelé le symptôme, S-I-N-T-H-O-M-E, donc qui va tout à fait dans le sens de l'écoute que tu as eu de ce développement, c'est-à-dire qu'on retrouverait d'un côté le symptôme, le sens, la vérité, l'autre, le S2, et de l'autre côté, le hors-sens, le constat, le S1, l'autre jouissance, et le symptôme. Le symptôme qui est la solution, la fabrication, qu'on pourrait dire que c'est une sorte d'homéostasie allostasique, homéostasie satisfaction, que, au fond, certains artistes, certains sujets, peut-être aussi le travail analytique, même pas le travail analytique poussé jusqu'au bout de l'analyse, au fond du dernier point de la passe, mais enfin tout un travail analytique consiste à, au fond, permettre au sujet, à partir de son impossible ou de son impasse, de le transformer en une solution qui inclut l'impasse. Et qui apporte satisfaction. Qui apporte satisfaction, une solution qui inclut l'impasse.